où je vous parle, est-ce que vous pensez que ça me fait plaisir de faire cette réforme? Dites-le nous. Non. Est-ce que vous pensez que j'aurais pas pu faire comme tant avant moi, mettre la poussière sous le tapis? Oui, peut-être. Mais la réalité, et s'il y a une chose que je regrette, c'est que nous n'avons pas réussi à partager la contrainte, plus exactement la nécessité de faire cette réforme. S'il y a une chose que je regrette, c'est que nous n'avons pas réussi à faire passer la nécessité de faire cette réforme. C'est ainsi que le président Macron s'est exprimé lors de son interview par les journalistes de France 2 le 22 mars 2023, après l'adoption du projet de réforme des retraites via l'article 49.3, après le rejet des motions de censure et à la veille d'une autre manifestation annoncée pour le 23 mars. Pour tenter de comprendre la nécessité de cette réforme, Mandarin TV s'est entretenu avec Jean-Marc Daniel, économiste et fin connaisseur du système de retraite de la France. Jean-Marc Daniel, bonjour. Bonjour. Sur les 27 pays de l'Union européenne, 23 ont opté pour un âge légal de départ à la retraite à 64 ans, dont 19 ont haussé le seuil à 65 ans. Pourquoi le gouvernement français s'est-il heurté à tant d'opposition à l'augmentation de l'âge de départ à la retraite? Pourquoi la France fait exception? Je pense qu'il y a 3 raisons pour lesquelles la France fait exception. La première raison, c'est que les Français n'ont pas une claire notion des enjeux économiques de leur pays. En particulier, la France vit clairement au-dessus de ses moyens. Elle accumule des déficits extérieurs. Elle est dans une situation, sur le plan de ses comptes publics et extérieurs, qui rappelle la situation de 1982-1983. Et qu'est-ce que avait fait le gouvernement en 1982-1983? Il avait été obligé de faire la politique de rigueur. Il avait été obligé, effectivement, de baisser le pouvoir d'achat de la population. Or, en ce moment, là, les Français ne s'aperçoivent pas qu'ils sont dans la même situation, parce que la zone euro crée des solidarités qui font que, d'une certaine façon, les exportations allemandes paient le non-travail français. La deuxième raison, c'est parce que on a une assez faible lisibilité de la réalité du système de retraite en France. C'est très confus, très compliqué. On ne sait pas qui paie pourquoi. Et tous les ans, on affiche des déficits, puis on affiche ensuite des excédents, parce qu'il n'y a pas une véritable comptabilité stabilisée de ce système de retraite. Et puis alors, c'est ce que dit Krugman, l'économiste, il dit en fait, il constate qu'il y a 2 modèles à la surface de la planète. Il y a un modèle californien et un modèle français. Il dit quand M. Macron a été élu, le PIB de la Californie était égal au PIB de la France. Aujourd'hui, le PIB de la Californie, c'est 15% de plus que le PIB de la France. Pourquoi? Parce que les Français travaillent moins que les Californiens, mais ils estiment qu'il vaut mieux avoir du temps libre que de travailler davantage. Je crois que le plus embêtant dans tout ça, c'est que nous sommes dépendants de nos partenaires sur l'évolution de notre niveau de vie, et effectivement, comme on travaille moins que nos partenaires européens, ceux-ci vont probablement s'agacer. Alors, selon Thomas Piketty, que vous connaissez bien sans doute, cette réforme est injuste pour 2 raisons. La première raison, c'est qu'elle fait travailler davantage les gens qui ont un salaire très bas. Donc, pour lui, cette réforme devrait mettre beaucoup plus à contribution les hauts salaires et ainsi offrir de meilleures retraites aux bas et moyens salaires. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Écoutez, je réponds à ça que l'enjeu n'est pas là. C'est-à-dire quand vous avez 160 milliards de déficit extérieur, l'enjeu c'est de remettre le pays au travail. Alors après, ce qui est juste est injuste, il s'agit de définir ce qui est juste et ce qui n'est pas juste. Par exemple, on nous explique qu'il y a des carrières longues pour les gens qui ont travaillé, commencé à travailler à 16 ans, 18 ans, 20 ans. Mais les gens qui n'étaient pas avec un salaire à 16 ans, 18 ans, 20 ans, ils faisaient des études. Est-ce que ça veut dire que faire des études, c'est ne rien faire? Est-ce que ça veut dire que faire des études, c'est profiter de façon extrêmement plaisante de la vie au crochet des autres? Les gens qui ont fait des études, ils ont ensuite apporté à la société, au travers des études qu'ils ont faites, un savoir-faire, du capital humain, et donc d'une certaine façon, ça constitue une forme d'investissement qui est tout aussi estimable que les gens qui ont travaillé pour un salaire dans une entreprise ou dans une situation un peu particulière. Ensuite, quel que soit l'âge de départ à la retraite, l'espérance de vie des gens pauvres est inférieure à l'espérance de vie des gens riches. Et donc ça, je ne sais pas si c'est juste, si c'est pas juste, mais je pense que qu'on mette la retraite à 60 ans, 62 ans, 64 ans, 67 ans, ça subsistera. Justement, la deuxième raison pour laquelle il pense que cette réforme est injuste, c'est justement, il pense qu'elle ne prend pas en compte
l'égalité des espérances de vie. 12 ans par exemple pour un ouvrier et 21 ans pour un cadre. Donc fixer le seuil de départ à la retraite à 64 ans, c'est injuste. Oui, encore une fois, qu'on le fixe à 62 ans, 64 ans, avant il était à 62 ans, on se contente de le porter de 62 à 64. Donc le système nouveau n'est pas plus injuste que le système ancien. Or, que je sache, dans le système ancien, il n'était pas tous les jours en train de manifester en disant il faut changer le système de retraite parce qu'il est injuste. Même si on mettait l'âge de départ à la retraite à 45 ans, les gens riches continueraient à vivre plus longtemps que les gens pauvres. Et donc, c'est pas par ce biais-là qu'on peut changer, corriger un mécanisme qui est qualifié d'injuste. La deuxième remarque que je ferai, c'est que la pénibilité est prise en compte dans les systèmes de retraite. Il y a des pays où, par exemple, les femmes partent plus tôt parce qu'on considère qu'elles ont eu une vie qui était une vie où il y avait un métier plus des travaux ménagers. Et bon, ça, c'est en train de s'effacer. Le deuxième élément que je mettrai en avant, c'est le fait que dans le système français actuel, vous avez des métiers où on peut partir plus tôt à la retraite. L'enjeu, c'est de savoir quelle est la légitimité de ces métiers. C'est toute l'histoire autour de la SNCF. À la SNCF, on partait plus tôt parce que le système a été créé à une époque où les conducteurs de locomotives mettaient du charbon dans des chaudières. Maintenant, un conducteur de TGV se contente de regarder un ordinateur piloter son TGV. On peut corriger, estimer que la pénibilité est ailleurs, mais la pénibilité est prise en compte dans le système. Et pour vous, quels sont les métiers considérés comme pénibles? Alors, les métiers qui sont considérés comme pénibles, ce sont les métiers. Alors, il y a des critères de pénibilité qui ont été mis en place, notamment à l'époque de 2012, sous la législature de 2012. Il y avait essentiellement 3 éléments qui étaient mis en avant: le fait d'être obligé de travailler la nuit, qui était un métier jugé pénible, le fait d'avoir une exigence physique forte, le fait de porter des charges, d'être dans des conditions d'environnement physique délicates, c'est-à-dire le BTP, d'être au contact de bruit. Et puis le troisième élément, c'était l'élément qui consistait à avoir des métiers où comment dirais-je, la hiérarchie, la capacité d'autonomie était relativement faible, c'est-à-dire on était obligé de subir un certain nombre de contraintes et de se soumettre à un certain nombre d'exigences qui étaient extérieures. Mais ces critères sont négociables, ils ont été négociés, ils ont été revus, améliorés. Il y a des éléments, encore une fois, travailler la nuit, on peut concevoir que ce soit un métier pénible. La dernière remarque que je ferai, c'est que vous prenez les éboueurs de la propreté de Paris, ils peuvent partir à 57 ans. Et avec la nouvelle réforme, ils partiront à 59 ans. Et quand vous demandez aux statistiques à la propreté de Paris quand est-ce qu'ils partent à 61 ans en réalité. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas éboueurs, ils continuent à travailler pour la propreté de Paris, mais ils ne restent pas éboueurs à ramasser les poubelles jusqu'à 57 ou 59 ans. Progressivement, au fur et à mesure qu'ils ont une carrière, on change leur métier et on les bascule vers des métiers moins pénibles. Donc, la gestion du travail s'adapte à la pénibilité et ce n'est pas uniquement le régime de retraite qui est l'élément clé de la correction de cette pénibilité. Vous parliez tout à l'heure des conducteurs de train. Aujourd'hui, en fait, quand on conduit un TGV, on appuie sur un bouton, bon, je schématise. Alors, le TGV français existe depuis belle lurette. Pourquoi c'est maintenant seulement que le gouvernement français s'attaque avec autant de fermeté aux régimes spéciaux? Ah ben il s'était déjà attaqué à ces régimes en 1995, il s'était même attaqué à ces régimes en 1953. Ce qui est intéressant, c'est qu'en 1953, il avait capitulé et que François Mitterrand, qui à l'époque était membre du gouvernement, avait démissionné en disant « il faut reporter l'âge de départ à la retraite à 65 ans et je démissionne parce que vous avez capitulé devant les régimes spéciaux ». Et c'est lui qui a après baissé l'âge de départ à la retraite à 60 ans. Donc la classe politique française est globalement assez versatile. Quoi qu'il en soit, je pense qu'effectivement on s'y est attaqué en 1995, et de nouveau on s'y attaque maintenant. Nicolas Sarkozy aussi s'y était attaqué. Pourquoi est-ce qu'il y a des résistances? Parce que la SNCF se met en grève et ça paralyse le pays. En réalité, en fait, celui qui paralyse vraiment le pays, c'est la RATP. Parce qu'en France, il y a Paris, rien, et les Français. Et donc, en tout cas, vu par les médias et par nos dirigeants. Et donc, si vous bloquez Paris, à ce moment-là, vous avez une influence. Je parlais des éboueurs. En ce moment, vous vous promenez dans les rues de Paris, il y a des monceaux de déchets. Vous allez à Issy-les-Moulineaux. Dès que vous atteignez la banlieue, les éboueurs passent. Donc, l'enjeu, c'est de symboliser sur le blocage de Paris. Justement, vous parliez d'éboueurs. Ils peuvent partir à la retraite à 57 ans. Et pourquoi ils font tant de remous
Voilà. Est-ce que c'est par solidarité ou alors ils pensent pouvoir obtenir autre chose? Non, je pense qu'effectivement, c'est par solidarité. Puis encore une fois, quand vous discutez avec certains, d'abord, ils n'ont pas très bien compris si ça s'appliquait à eux ou pas. Personne ne comprend d'ailleurs exactement comment ça va fonctionner, d'une part. Et d'autre part, effectivement, ils font ça par solidarité. Et pourquoi est-ce qu'on les sollicite? Parce que leur action est spectaculaire. Et il en va de même des gens qui gèrent les dépôts d'essence, qui gèrent les raffineries. Leur action est spectaculaire. Et donc, on voit d'ailleurs, au fur et à mesure que le temps passe, la capacité de bloquer le pays et de nuisance passe de la SNCF et la RATP vers les éboueurs et les agents des raffineries. C'est beaucoup plus grave quand même. L'enjeu dans tout ça, c'est de bloquer le pays pour forcer la main du gouvernement. Mais le président de la République l'a rappelé, c'est une réaction de foule, alors que la démocratie, c'est s'intéresser au peuple. Alors, en parlant d'inégalité, il y a une autre inégalité que certains économistes ont soulevée, c'est celle des femmes. Alors, ils pensent que cette réforme pénalise les femmes qui ne bénéficieront plus de leur trimestre supplémentaire si elles ont eu des enfants et ça les oblige à travailler davantage. Alors, qu'est-ce que vous répondez à cet argument? Mais c'était on corrige plutôt une inégalité. Avant, il y avait une inégalité entre les hommes et les femmes, et la retraite a comme les nouvelles lois ont comme objectif de corriger cette inégalité, de réaligner les hommes et les femmes. Et pourquoi c'est mis en place? Parce que, au contraire, il y a cette idée que considérer, et donc j'en reviens à l'idée qu'à un moment donné, on considérait que les femmes devaient partir plus tôt parce qu'elles avaient vocation à accomplir les tâches ménagères, et donc elles avaient un double métier. Considérer que ce sont forcément les femmes qui font les tâches ménagères, que ce sont forcément les femmes qui s'occupent des enfants, c'est considérer effectivement qu'il y a une inégalité à la base entre les hommes et les femmes. Et donc maintenant, on considère dans beaucoup de pays, c'est ce qui se passe en Europe de l'Est, où on reporte l'âge de départ à la retraite au même niveau pour les femmes et les hommes avec les mêmes conditions. Il n'y a pas qu'en France, en Autriche. En ce moment, on est en train de mettre en place le même dispositif. En Slovaquie, de même. En Slovaquie, où le dispositif est hérité de la période communiste. Donc, il y a une forme de retour à l'égalité homme-femme. Donc, là aussi, et puis, toutes ces critiques, encore une fois, sont des critiques sur la justice, l'injustice. Quand le FMI sera là, parce qu'on a 160 milliards de déficit commercial, on se posera peut-être moins la question. Et donc, pour éviter que le FMI ne soit là, il faut quand même expliquer aux Autrichiens qui vont travailler 67 ans, aux Allemands qui vont travailler jusqu'à 67 ans, aux Néerlandais qui vont travailler jusqu'à 67 ans, que nous aussi, quelque part, on est prêt un peu à faire semblant de travailler. C'est aussi la thèse avancée par un certain nombre de revues économiques, dont je ne citerai pas les noms. Ils pensent que justement les Français sont trop habitués à une forme on va dire, les Français ont beaucoup bénéficié d'aides sociales et que, en fait, quand on leur demande de faire un effort, et ils veulent plus, on va dire, mettre la main à la pâte. Est-ce que, au fond, c'est une question de mentalité ou pas? C'est pas une critique, c'est un constat. Alors, si vous voulez, on en revient à ce que disait Krugman. Krugman disait, effectivement, les Français, ils veulent travailler moins et avoir une qualité de vie. Et ils sont prêts à accepter une baisse de pouvoir d'achat, notamment par rapport aux Californiens. Mais ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que les Français, ils veulent avoir le niveau de vie des Californiens et travailler beaucoup moins que les Californiens. Donc ça, c'est impossible. À un moment donné, il faudra faire des choix. Et je pense que les Français, dans leur ensemble, sont plutôt disposés à travailler davantage. Mais ce n'est pas forcément ceux qu'on entend le plus. C'est-à-dire qu'au moment des grèves, alors on dit, bon, les gens sont contre la réforme. Bon. Mais au moment des grèves, quand vous avez eu les gens qui étaient vraiment en grève, c'était moins important qu'au moment du passage de 60 à 62 ans, et nettement moins important qu'en 1995. Il y a de moins en moins de grévistes. Donc quand vous avez 1 million de grévistes, vous avez quand même 30 millions, 28 millions de personnes qui continuent à travailler. Et pourtant, d'après tous les sondages, les Français sont à 80% à s'opposer à cette réforme. Et vous dites que oui, quand même, il y a de moins en moins d'opposants. Écoutez, là aussi, c'est la distinction entre la foule et le peuple. On peut dire, vous êtes pour ou contre ça. Mais au moment de la campagne électorale, M. Macron a dit, un des éléments clés de ma campagne, une des choses que je ferai, quoi qu'il arrive, quelles que soient les circonstances, c'est de reporter l'âge de départ à la retraite à 65 ans. Que je pense, il a été élu. Alors, les Français, ils sont contre, mais ils ont élu celui qui était pour. Donc, à un moment donné, il faut lever ces contradictions. Et donc, quand on dirige, il faut à un moment donné accepter l'idée que
par-delà les contradictions, on a le sens global du pays. Il a été élu, certes, mais beaucoup disent qu'il a été élu par défaut. C'est pour justement contrer oui, ce sont la ceux qui n'ont pas été élus qui disent qu'il a été élu par défaut. Mais lui, il a été élu. Écoutez, s'ils étaient si forts que ça et s'ils étaient tant en adéquation avec les attentes de la population, ils auraient été élus. Alors, on va parler de chiffres. Le Conseil d'orientation des retraites, dans son dernier rapport, publié en septembre 2022, nous explique que le système des retraites n'est pas tant en déficit que ça. En fait, il a même été récemment excédentaire pendant 2 ans. En fait, ce qu'il a plongé, c'est les 2 ou 3 ans de crise sanitaire. Parler de rééquilibrer le système de retraite pour justifier cette réforme, pour beaucoup, aux yeux de beaucoup, c'est pas, on va dire, c'est pas correct. Oui, alors c'est ce que je disais au tout début de l'interview. En fait, sur le système financier, les gens qui regardent ça ne lisent pas les rapports du COR et ne regardent pas comment est financé le système de retraite. Le système de retraite, si vous voulez, il y a des cotisations, puis ensuite il y a des tuyaux qui arrivent de l'État. Si vous regardez l'État-providence, quand vous regardez l'État-providence, la sécurité sociale, elle est normalement financée par des cotisations. Or, à l'heure actuelle, les cotisations ne représentent que 50% des recettes du système de sécurité sociale. Le reste, c'est des impôts, et quand vous regardez à chaque loi de financement de la sécurité sociale, l'orientation des impôts change d'une branche à l'autre. Par exemple, on va réorienter vers le système de retraite des recettes qui arrivent du système d'accident du travail. On va réallouer au sein de la distribution de la CSG, donc on prélève la CSG, et puis d'année en année, on distribue une partie de la CSG vers les retraites, et on crée un déficit ailleurs. Le véritable enjeu, ce n'est pas le système de retraite en tant que tel, c'est l'ensemble du système public, puisqu'on fait varier les tuyaux. Or, le système public, lui, il a 5% du PIB de déficit. Le système public, il a 3 000 milliards d'euros de dette. Et donc, le véritable enjeu, c'est pas de dire, là, on peut se débrouiller pour faire en sorte qu'à cet endroit-là, il n'y ait pas de déficit. Le véritable enjeu, c'est l'ensemble du système qui est en déficit. Quant à un système de retraite, il fonctionne sur des prélèvements qui sont faits sur les gens qui travaillent au profit des gens qui ne travaillent pas. Et donc, il est de plus en plus en équilibre quand les gens qui travaillent sont moins nombreux par rapport aux gens qui ne travaillent pas. Or, en 1950, il y avait 4 actifs pour un retraité, et maintenant, il y a 1,7 actifs pour un retraité. Donc, forcément, quelque part, le système, il est une ponction de plus en plus lourde sur la réalité de la production, d'ailleurs, qui représente 14% de la production du PIB, le système de retraite, et c'est le pays, avec l'Italie, de l'OCDE où on prélève le plus. En parlant de démographie, si par exemple dans 5 ou 10 ans, le taux de natalité baisse encore davantage, ça veut dire que le prochain gouvernement va augmenter davantage on va dire l'âge de départ à la retraite alors? Non, parce que dans un système de retraite, qui est un système de retraite par répartition, vous avez comme base la population nationale. Et effectivement, c'est ce qu'on dit en Italie, par exemple, où la population vieillit beaucoup plus vite qu'en France. Il faudrait porter l'âge de départ à la retraite à 70 ans. Et puis quand on regarde, quel est le pays le plus vieux du monde? C'est le Japon. Et quand vous regardez le système de retraite du Japon, l'âge de départ à la retraite est à 67 ans, 68 ans, mais s'il devait être équilibré totalement par les Japonais, l'âge de départ à la retraite serait entre 75 et 80 ans. Pourquoi est-ce que les Japonais ne partent pas à 75 ans? Parce qu'ils ont placé de leur épargne à l'étranger. Parce que le système est passé de la répartition à la capitalisation. Et grosso modo, les recettes du système de retraite, c'est non seulement les cotisations des Japonais, mais c'est aussi les dividendes versés par les entreprises que détiennent les Japonais. Donc, pour éviter d'augmenter l'âge de départ à la retraite ou d'augmenter les cotisations, eh bien, il faut créer un système de capitalisation qui placerait de l'argent dans les pays jeunes. Je pensais le contraire. Je pensais que les Japonais, ils plaçaient leur épargne essentiellement dans les obligations d'État. Non, pas c'est ce qu'on disait. Non, quand vous regardez la dette publique japonaise, oui. Elle est détenue à moitié par la Banque centrale, elle est détenue 20% par des compagnies d'assurance, et le reste, ce sont des fonds étrangers. En revanche, l'épargne japonaise, les Japonais détiennent l'Indonésie, la Chine, les États-Unis, l'Allemagne est un peu dans la même situation. Vous avez une anecdote célèbre où vous avez Donald Trump qui est sur Park Avenue et il voit passer une Audi. Et il dit, il y en a marre, on fait la richesse des Allemands. Et à ce moment-là, son conseiller lui dit, mais vous savez que l'hôtel dont nous sortons est propriété des Japonais.
Et donc il dit, alors il fait un tweet en disant si les Japonais et les Allemands n'ont pas compris en 1945, on peut recommencer. Mais le monde entier est détenu en fait par les Japonais et les Allemands, parce que c'est des pays vieux. Et donc la France et l'Italie est en train d'avoir la même situation, et donc la France aurait intérêt à faire la même chose. Sinon, effectivement, on va aller vers 70 ans. Alors, en parlant des Japonais et des Allemands, vous disiez tout à l'heure, et ça, les chiffres l'ont démontré, eux, ils partent à la retraite beaucoup plus tard, Oui. à 65 ans, 70 ans, mais est-ce qu'on dit assez que peut-être que dans ces pays-là, le nombre de retraités est beaucoup plus, on va dire, important que le nombre de retraités en France? D'après les chiffres que comme moi j'ai obtenus, en France, on a 1 million de retraités pour 3 millions en Allemagne. Oui, mais C'est pour ça que eux, ils sont obligés justement de repousser l'âge de départ à la retraite. Qu'est-ce que oui, vous pouvez dire à ça? oui, mais non, mais nous, on est en train de subir les conséquences du baby-boom. C'est-à-dire que les gens qui arrivent en ce moment à la retraite sont de plus en plus nombreux. C'est-à-dire que, là aussi, je reviens à Mitterrand quand il est passé à la retraite à 60 ans. Et donc, il dit, on va pouvoir faire la retraite à 60 ans jusqu'en 2006. Parce qu'en 2006, les gens qui sont nés en 1946 vont partir à la retraite. Et donc, le nombre de gens qui est à la retraite va augmenter. En outre, quand vous regardez, ce qui est important aussi en France, c'est le taux de remplacement. Quand vous regardez ce que perçoit un retraité en France par rapport à ce que perçoit un actif, c'est beaucoup plus favorable qu'en Allemagne et au Japon, ce qui fait que ça coûte plus cher. Vous avez plus de retraités en Allemagne, mais le poids des retraites est moins important par rapport au PIB. Parce qu'en France, vous avez beaucoup de retraités avec une augmentation, et surtout, leur niveau de vie est relativement correct. C'est en soi, c'est une bonne chose, mais le niveau de vie moyen des retraités est désormais égal, voire légèrement supérieur à celui des actifs. En 1970, quelqu'un qui était pauvre en France, c'était un retraité de l'agriculture. Maintenant, quelqu'un qui est pauvre, c'est une femme de 30 ans qui élève seule ses enfants. Parce que les retraités ne sont plus dans la catégorie des gens pauvres. Alors, il y a des retraités qui ont du mal à boucler la fin de mois, mais la retraite moyenne est plus importante, est une des plus importantes en France. Donc, on peut aussi, si on veut éviter de reporter l'âge de départ à la retraite et d'augmenter les cotisations, baisser le niveau des revenus des retraités. Jusqu'à présent, ce choix n'a jamais été évoqué. Alors vous, on a bien compris, hein, vous faites partie des économistes, des experts qui sont pour cette réforme des retraites pour les raisons... Je trouve que cette réforme ne va pas assez loin. Moi, j'aurais porté l'âge tout de suite à 67 ans. Parce que, Pourquoi justement? Quels sont vos arguments? parce que, encore une fois, la détérioration de la démographie va continuer. Les gens qui partent à la retraite, là, les gens qui ont 65 ans maintenant, c'est des gens qui sont nés entre 1955 et 1960. À l'époque, il y avait pratiquement 800 000 naissances. Et en plus, ce sont des gens qui ont eu des carrières avec des niveaux de vie assez élevés. Et comme on calcule la retraite sur la carrière que vous avez eue, non seulement ils vont être nombreux, mais leur retraite va être relativement élevée. Donc, je pense qu'il fallait prendre les devants. Et surtout, et deuxième remarque, je pense qu'il fallait véritablement aller vers des fonds de pension, vers la capacité de placer de l'argent à l'étranger. Ce qui était déjà annoncé, je ne sais pas si vous avez lu le rapport de Jean-Michel Charpin qui avait été demandé par Lionel Jospin en 1999, parce que Lionel Jospin avait conscience du problème. Et quand vous avez un problème que vous ne voulez pas résoudre, vous demandez à quelqu'un de faire un rapport. Et donc Jean-Michel Charpin, qui était commissaire au plan, a fait un rapport où il explique clairement qu'il faut reporter l'âge de départ, augmenter le nombre d'annuités et créer des fonds de pension. Bon, je le disais tout à l'heure, hein, vous faites partie des économistes, des experts qui sont pour cette réforme des retraites. Et pourtant, Jean-Louis Bras, qui est le président du Conseil d'orientation des retraites, lui-même, il pense que cette retraite, elle est injustifiée. Est-ce que vous connaissez les raisons? Oui, mais d'abord, effectivement, il a besoin de se faire parler de lui. Et ensuite, écoutez, franchement, il dit les comptes sont... Mais il ne rentre pas dans les détails, il dit les comptes sont à l'équilibre. Mais pourtant, c'est le président du Conseil d'orientation des retraites. Hein. Oui, le Conseil d'orientation des retraites, encore une fois, vous ne pouvez pas faire de la retraite un problème qui est totalement absent, isolé du reste de la situation économique. Lui, il regarde les retraites, mais le véritable enjeu quand vous gouvernez, quand vous mettez une politique économique, c'est de regarder, comment votre système impacte, quelles conséquences votre système a sur l'ensemble de l'économie, et vous regardez comment on arrive à cette situation. Il voit bien qu'il y a des recettes, il voit bien qu'à partir du moment où on a été capable de détourner une partie des recettes des accidents du travail ou de la politique familiale vers les retraites, on peut résoudre le problème de financement des retraites. Mais le véritable enjeu, c'est de résoudre le fait que les Français ne travaillent pas assez. Et ça, ce n'est pas le président du corps qui est à même de le dire. Ce n'est pas au président du corps de savoir si on travaille trop ou pas assez. C'est à la réalité économique.
c'est au gouvernement, c'est donner statistiques de nous dire que nous ne travaillons pas assez. En France, hein, on travaille 35 heures par semaine contre 37 ou 40, je crois, dans les autres pays de l'Union européenne. Oui, c'est encore plus grave. C'est-à-dire que le gouvernement a été obligé de prendre une loi pour obliger les collectivités locales à appliquer les 35 heures. Et un certain nombre de gens se sont dit « Ah oui, il y a encore des endroits où on est aux 39 heures ». Non, pas du tout. Dans les collectivités locales, il y a beaucoup d'endroits où on fait 32 heures, 28 heures. À la RATP, pourquoi est-ce qu'il y avait des grèves à la RATP, donc les transports parisiens cet hiver? Parce que la régie voulait les porter aux 35 heures. C'est-à-dire que les chauffeurs démissionnaient, se mettaient en arrêt maladie, parce qu'on leur demandait de faire 35 heures. Alors on peut dire oui c'est pénible et tout ça, mais les gens qui conduisent les autobus dans les autres grandes villes de France sont aux 35 heures. Et donc il y a beaucoup d'endroits où effectivement on ne travaille pas assez. Longtemps j'ai pensé que les Français ne travaillaient pas assez. Et pourtant, quand j'entends les grévistes, les manifestants qui s'expriment et qui disent que, partir à 64 ans, pour nous, c'est pas juste parce qu'on aimerait bien pouvoir jouir de la retraite pour justement récompenser nos quelques dizaines d'années de bons et loyaux services. Ça tient debout quand même, non, de jouir d'une retraite tranquille, non? Oui, donc je suis d'accord, mais les Allemands et les Italiens peuvent dire la même chose. Vous pouvez effectivement dire que on veut vivre dans un pays de cocagne où il n'y a rien à faire et où il y a l'abondance, mais si vous ne travaillez pas, vous savez, vous avez un grand principe qui est dans la Bible, qui non laborat non manduquet. Ça veut dire celui qui ne travaille pas à la fin ne mange pas. Ça, c'est du bon sens. C'est du bon sens. Il y a un moment où, si vous ne travaillez pas, vous n'avez pas de production. Et donc, vous pouvez, c'est ce que dit Krugman, vous pouvez accepter l'idée de travailler moins, mais d'avoir un style de vie, un niveau de vie inférieur. Ce n'est pas ce que veulent les Français. Les Français veulent un bon niveau de vie. La campagne électorale s'est faite sur le pouvoir d'achat. Et vous ne pouvez pas avoir du pouvoir d'achat si vous ne travaillez pas. Écoutez, ce qu'il y a de frappant quand même, c'est que les gens qui sont en grève, c'est essentiellement dans les services publics où on ne fait pas 35 heures. Et ce qu'il y a de frappant, c'est quand même que les grévistes ont arrêté leur mouvement pour permettre à la population de partir en vacances au mois de février. Il y a eu un mouvement au début du mois de février, puis ensuite ils ont arrêté jusqu'au 7 mars pour que les gens puissent partir en vacances. Enfin, je veux dire, c'est un pays où on travaille beaucoup et on souffre du travail. Ne part pas en vacances 15 jours au mois de février. En fait, c'est pas raisonnable. Ce n'est même pas décent. Alors, selon certains journalistes, si cette réforme est aussi impopulaire, puisqu'on a vu, il y a tellement de manifestations... non, mais je mettrais un faux contre ça. Vous avez un petit groupe de gens qui manifestent. Petit groupe? Mais oui. Quoi de fois vous avez des millions, c'est pas un petit groupe. Non, c'est pas des millions. Ils sont à peine 1 million dans les grandes manifestations. Il y avait plus de manifestations en 1995. Et pourtant, à l'Assemblée nationale, lors du vote, on va dire, de l'article 49, alinéa 3, on a vu le soulèvement, oui, c'est le mot soulèvement. Ils chantent la Marseillaise, Elisabeth Borne a dû crier pour calmer la situation. Écoutez, ça veut dire que beaucoup de députés sont quand même contre. Oui, il y a beaucoup de députés, mais vous savez que en 1950, il y avait un groupe où il y avait... À l'époque, il y avait 150 communistes, maintenant ils sont une centaine à l'UPS. Et là, il y a 150 rien que les communistes, ils bloquaient l'Assemblée, ils frappaient leurs collègues. Donc on a vu des séances qui étaient beaucoup plus violentes et beaucoup plus virulentes à l'Assemblée. La seule différence qu'il y a en ce moment par rapport à ce qu'on a connu précédemment, c'est qu'il y a les chaînes de télévision en continu qui font qu'on assiste à ça, on voit ça. Mais non, je pense que au contraire, même, c'est assez sidérant de voir comme ce pays est assez passif. C'est un pays qui est assez passif. Si vous regardez quel a été son passé, quel a été le pays, il travaille. Enfin, vous regardez la réalité au quotidien, le pays travaille. Et pourtant, les Français sont connus pour leur esprit critique. C'est ce qu'on dit, c'est l'histoire des Gaulois réfractaires, selon une expression qu'avait employée Emmanuel Macron, mais il a quand même réussi à les enfermer pendant 55 jours au mois de mars-avril 2020, en leur disant si vous sortez, vous allez tomber malade. Alors je ne sais pas s'ils sont réfractaires, mais ils sont pas très courageux, parce que quand on leur dit vous allez tomber malade, aussitôt ils se replient chez eux. Donc les Français, ils sont comme tout le monde, vous savez
Depuis que je suis vivant, on m'annonce que nous vivons en France en 1788, que la Révolution est pour l'année prochaine. Mais, que je sache, je n'ai jamais connu de révolution. J'ai connu mai 68 et ça s'est terminé assez vite. Dès qu'il y a pu y avoir de l'essence pour partir en vacances, tout le monde est parti en vacances. Alors maintenant, pour revenir aux manifestants, beaucoup pensent que les gens descendent dans la rue massivement parce que l'exécutif n'a pas su communiquer correctement. Si par exemple tous vos arguments sont justifiés, en revanche, l'exécutif n'a pas su faire passer le bon message. Et en fait, il donne l'impression que les salariés sont la seule variable d'ajustement. C'est peut-être ça qui justifie toutes ces manifestations. Et quand on voit que en 2022, les dividendes versés par les entreprises du CAC 40 atteignaient 56,5 milliards, on est quand même en droit de penser que les entreprises très riches pourraient faire des efforts. Mais elles font des efforts. D'abord, si les gens sont persuadés que les dividendes sont pléthoriques, il n'y a qu'à créer un système de retraite par capitalisation. Dans le système de retraite par capitalisation, les entreprises sont propriétés des fonds de pension. Or, les gens qui protestent, les gens qui sont dans la rue, hurlent en disant surtout pas de fonds de pension. Donc, ils sont en contradiction entre la réalité, ce qu'ils prétendent, et ce que l'on pourrait mettre en application. Deuxièmement, les dividendes en question, on a l'impression qu'ils sont perdus, qu'ils permettent aux quelques-uns d'aller se goberger dans des palaces et tout ça. Quand vous regardez à quoi servent ces dividendes, ils sont réinvestis. Et heureusement qu'il y a des dividendes, parce que c'est une façon de faire circuler l'épargne. Et ensuite, la rémunération de quelqu'un, elle est fonction de la quantité de travail qu'il fournit. Et je rappelle là aussi à tous les contestataires, il y a Gabriel Péry, qui était un des leaders du Parti communiste, qui a été fusillé par les nazis dans les années 40, qui disait, certes, tout travail mérite salaire, mais tout salaire exige travail. Et donc, si on veut avoir une meilleure situation, effectivement, il faut bénéficier des gains de productivité, de l'efficacité de l'appareil productif, mais aussi il faut travailler. Le vrai problème, j'insiste là-dessus, du pays, c'est qu'il ne travaille pas. Et quand on ne travaille pas, on ne peut pas avoir de revenus. Alors on peut dire, ah oui, mais le machin, chose, tel individu, il n'y a qu'à lui prendre, il n'y a qu'à ceci, il n'y a qu'à cela. Là aussi, je rappelle toujours les arguments de Kennedy qui disait « Ce n'est pas en abaissant les riches qu'on résout le problème, c'est en permettant aux pauvres de s'élever. » Et donc, passer son temps à dire « Ah non, mais non. » Alors, si tous vos arguments tiennent debout, si effectivement cette réforme est nécessaire, comme l'a souligné le magazine Challenge, mais pourquoi ça passe pas? Pourquoi ça se heurte à tant d'opposition? Est-ce que c'est pas parce que c'est une histoire de communication? En gros, en fait, selon Challenge, je cite, l'exécutif donne le sentiment que, décidément, les salariés qui ont également vu les conditions d'indemnisation du chômage reversées à la baisse sont la seule variable d'ajustement, d'où cette colère. En conclusion, ça c'est important, oui, cette réforme est nécessaire, responsable, mais elle aurait dû faire partie d'un plan d'ensemble pour restaurer nos finances publiques, qui sont quand même très importantes, 3 000 milliards. Oui, il y a voilà. Est-ce que ce n'est pas une affaire de communication au fond? Non, alors il y a une partie de communication, en plus il y a une partie de politique politicienne. Normalement, le 49-3, c'est-à-dire le fait de passer sans vote, on aurait pu le faire dès le mois de septembre. Ce qui s'est passé, c'est qu'il n'y a pas de majorité à l'Assemblée, et donc le gouvernement était persuadé de pouvoir constituer une majorité de façon à donner une forme de solennité à l'adoption de sa loi. Et donc les gens qui lui avaient promis qu'ils lui donneraient sa loi, c'est-à-dire la droite gouvernementale, les républicains, l'ont trahi. Donc c'est pas une question de communication en tant que telle, c'est aussi une question de mésappréciation de la capacité de trahison d'une partie des députés. Bon. Et donc, mais dans 3 mois, tout ça sera oublié. Dans 3 mois, après les vacances, on recommencera avec le même problème. C'est-à-dire qu'il faudra continuer à mettre le pays au travail. L'OCDE le dit bien d'ailleurs, dans son dernier rapport, elle dit qu'il faut augmenter le temps de travail en France. Donc soit on reporte l'âge de départ à la retraite, soit on supprime les 35 heures, soit on supprime les jours fériés, parce que la France est le pays en Europe où il y a le plus de jours fériés, soit on réduit les congés payés d'1 semaine. Il faut remettre le pays au travail. Et ce problème, eh bien,
il se réapparaîtra à l'automne, d'autant plus que nos partenaires européens, je le maintiens, s'agacent de plus en plus.